Bagdad, 4 millions d'habitants. La capitale de l'Irak souffre depuis 12 ans de l'embargo mis en place par l'ONU pendant la guerre du Golfe. Les conditions de vie ont pris des proportions dramatiques. Coupure d'électricité, absence d'eau potable, services administratifs ralentis, chômage, insécurité ou encore mendicité. Depuis 1996, la résolution 986 de l'ONU, pétrole contre nourriture, autorise l'Irak à importer les marchandises de première nécessité. Le comité des sanctions mis en place par les Nations Unies gère les importations. Parmi les articles sensibles frappés d'interdiction, les bracelets-montres, les machines à coudre, le ciment ou les miroirs. Bagdad n'est pas toujours représentative de l'embargo. Dans les marchés, les étals sont remplis mais peu de gens achètent. Le salaire mensuel d'un instituteur n'excède pas les 20 000 dinars, soit 12 €. Oui, l'embargo a une influence. Mais il faut trouver un moyen de faire face. Notre rêve est de faire beaucoup plus, car nous sommes un pays riche. Mais le problème, c'est l'embargo. Actuellement, la femme devient débrouillarde et crée quelque chose à partir de rien du tout. Elle compte sur elle-même pour gagner de l'argent, faire des projets commerciaux, faire vivre sa famille. Au marché d'Al-Koustouani, au milieu des cartons de porcelaine chinoise, on peut tout de même trouver des photos d'acteurs américains. Le dollar est accepté partout et la célèbre boisson américaine est en vente sur tout le territoire. Ces marques occidentales côtoient des boutiques traditionnelles, épices, étoffes ou échoppes consacrées à l'image du raïs Saddam Hussein. Au détour d'un coin de rue, des vendeurs à la sauvette. Le marché noir permet à un petit commerçant de gagner en une journée l'équivalent d'un mois de salaire d'un fonctionnaire. L'activité est tolérée, sauf si la police patrouille dans le quartier. Bachar travaille tous les jours sur ce marché. Vous ne pouvez pas avoir ce dont vous avez besoin avec 20 à 35 000 dinars par mois. Vous trouvez beaucoup de choses, mais ils coûtent très cher. Lever l'embargo, c'est la bonne solution pour tout. Lever l'embargo et nous laisser vivre. Nous leur avons donné tout ce qu'ils voulaient. Que veulent-ils de plus ? Que veulent-ils de plus ? La guerre du Golfe a laissé une cicatrice dans tout le pays. Le musée de la fermeté et du défi retrace les événements de ce conflit du point de vue irakien. Paradoxalement, les maquettes présentées sont toutes à la gloire de la précision des armes américaines. Le secrétaire d'État américain James Baker avait déclaré quelques semaines avant l'offensive occidentale que dans le cas où l'armée irakienne ne se retirait pas inconditionnellement du Koweït, les forces alliées feront en sorte que l'Irak soit rejeté dans l'ère pré-industrielle. Les différentes pièces du musée le confirment. Hormis les cibles militaires, la quasi-totalité des centrales électriques, des raffineries et des réseaux de communication ont été détruits. Ces frappes chirurgicales n'ont pas toujours été efficaces. Nous le constatons au bunker El Ameria. C'est ici, le 13 février 1991, que le raid aérien des Alliés fit par erreur 300 morts, principalement des femmes et des enfants. Quelle est la situation de la jeunesse à Bagdad ? Les discothèques ont été fermées par le gouvernement et la consommation d'alcool est interdite dans les lieux publics. Cependant, quelques magasins situés à proximité des grands hôtels vendent de l'alcool qui a su passer l'embargo et une partie de la jeunesse se retrouve dans des clubs improvisés dans les hôtels du centre-ville. La majorité des jeunes n'a rien connu d'autre que l'embargo. La plupart d'entre eux vivent dans la rue, les écoles ne fonctionnent plus, pénurie de cahiers, de pupitres, de tableaux, de crayons à papier, jugés d'intérêt militaire par l'ONU. Ainsi, près d'un enfant sur 5 ne suit plus de scolarité. Triste constat pour ce pays qui avait reçu en 1985 un prix de l'UNESCO pour sa lutte contre l'illettrisme. Nous sommes à Saddam City. L'argent provenant de la résolution pétrole contre nourriture ne semble pas être parvenu jusqu'à cette banlieue populaire de Bagdad. Saddam City devait même être un modèle d'urbanisme selon Saddam Hussein. Dans un gymnase, nous rencontrons la petite Shaima, 12 ans.
Mon souhait, c'est que l'embargo soit levé. À la pharmacie, on ne trouve pas de médicaments, ou c'est trop cher. La petite fille américaine, il ne lui manque rien. Elle mange, elle s'habille, elle ne tombe pas malade. Et même si elle est malade, elle trouve facilement des médicaments. Saddam, nous sommes prêts à verser notre sang pour toi. C'est ce que scande un groupe de jeunes, sourire aux lèvres. C'est parmi eux que sont recrutés les Ashbal Saddam, les louveteaux de Saddam. Dès le primaire, ces enfants reçoivent une formation paramilitaire, leur inculquant le maniement des armes, la délation et la fascination pour le raïs. Les meilleurs d'entre eux deviendront les fédaïs de Saddam, une brigade spéciale dirigée par Uday, le fils aîné de Saddam Hussein. Le vivier de la jeunesse n'est pas près de se tarir puisque 40% de la population a moins de 25 ans. Uday Saddam Hussein est aussi président du comité olympique irakien et du comité de la jeunesse. Les occasions de le rencontrer sont rares. Ces images muettes ont été tournées par des techniciens irakiens car il nous a été impossible de le filmer. Le pouvoir du fils aîné de Saddam Hussein est considérable. Hormis ses responsabilités vis-à-vis de la jeunesse, il a la main mise sur les médias irakiens. Les principaux quotidiens, hebdomadaires et chaînes de télévision du pays lui appartiennent. Il préside également l'Association des journalistes irakiens et a été nommé à ce titre meilleur journaliste du siècle en 2000. Amateur de chevaux, Uday est propriétaire du Jadria Club, un cercle équestre situé sur une rive du Tigre. Cette oasis est réservée aux Bagdadis aisés et aux membres proches du régime. C'est ici que sont également organisés les mariages collectifs. Ainsi, en octobre 2001, près de 500 couples se sont unis sous la présidence de Uday Saddam Hussein. Ce soir, Ahmed est venu faire la fête avec sa famille. Je suis pilote, mais je ne vole pas. À cause de la situation, vous le savez. J'attends de pouvoir retravailler. Nous nous entraînons sur des simulateurs à l'école de pilotage, mais ils ne marchent pas très bien. L'embargo a inévitablement des conséquences sur la santé de la population. Avant la guerre du Golfe, l'OMS avait qualifié le système de santé irakien de haute qualité. Sur les 33 000 lits qu'offre le pays, seule la moitié peut être utilisée aujourd'hui. Construit en 1986 avec l'aide du Japon, l'hôpital pédiatrique Saddam dispose de 400 lits et accueille 150 malades par jour. Raed est le médecin-chef de l'hôpital. Il nous explique que les coupures d'électricité posent des problèmes car le groupe électrogène n'est vraiment pas fiable. Le scanner de l'hôpital est également en panne, faute de pièces de rechange. Enfin, les familles des malades doivent apporter leur propre nourriture et payer les médicaments, car l'approvisionnement reste insuffisant, ce malgré la résolution 986. L'Irak a dû également délivrer 850 000 cartes de rationnement pour l'attribution des médicaments. Le pays ne reçoit que la moitié de ses commandes. Le reste est bloqué par le comité des sanctions. L'embargo frappe tout produit contenant du nitrate, principal composant des anesthésiques. Selon l'ONU, le nitrate peut servir à la fabrication d'armes chimiques. L'ONU interdit aussi l'importation de livres et de revues médicales. La conjonction des graves problèmes de santé et de l'embargo aggrave la situation sanitaire du pays. Selon l'UNICEF, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a été multipliée par 2 en 10 ans. Les maladies les plus fréquemment rencontrées sont liées à des problèmes respiratoires et à la malnutrition qui entraînent de nombreuses malformations. On répertorie également des leucémies et des cancers qui seraient dus aux conséquences des effets radioactifs de l'uranium appauvri utilisé par les Alliés lors de la guerre du Golfe. Firas est médecin permanent à l'hôpital Saddam. Parmi ces malades, Zara, 6 ans, atteinte d'une leucémie. Nous essayons d'arrêter ces convulsions pour commencer une chimiothérapie. Nous essayons de la soigner, mais c'est difficile. C'est trop tard maintenant. Il y a une recrudescence de maladies hématologiques et aussi beaucoup de cas de leucémie. Des maladies similaires se retrouvent chez de nombreux soldats américains et européens victimes du syndrome de la guerre du Golfe.
Quel espoir pour la population prise entre le marteau de l'ONU et l'enclume du régime irakien. Jusqu'à présent, la religion restait un îlot de tranquillité. Mais le pouvoir a ouvert la porte à l'islamisation du pays. Saddam Hussein a fait ajouter Allah Akbar, Dieu est grand, sur le drapeau irakien. Et la loi du talion a fait sa réapparition. On coupe la main des voleurs, l'oreille des déserteurs et la langue de ceux qui dénigrent le raïs ou sa famille. Les mosquées fleurissent dans tout le pays. Les prénoms étrangers sont interdits et la carte d'identité stipule désormais l'appartenance ou non à la religion musulmane. Comme dernière preuve de son attachement à l'islam, Saddam Hussein a fait don de 24 litres de son sang pour une calligraphie des 605 pages du Coran. Les chrétiens ne représentent en Irak que 4% de la population. Avant l'embargo, la plupart d'entre eux exerçaient des professions libérales ou commerciales. Ils étaient considérés comme une classe assez aisée, mais l'embargo a depuis provoqué un exode massif de la communauté. Le père Albert exerce à l'église de la Vierge Marie. L'embargo pour nous, c'est une chose un peu fausse. Fausse parce que l'embargo, c'est pas les pays étrangers qui nous font l'embargo. Ça vient, mais il ne faut pas dire ça. Hein? Parce que si c'est d'examiner, c'est un peu difficile. Par la censure, c'est difficile. Mais vous avez compris ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Oui. Nous venons ici pour prier. Nous prions pour notre président, pour notre peuple, pour les chrétiens. Il y en a beaucoup ici. Et aussi pour nos voisins. Maintenant, il est difficile de voyager. Mais bientôt nous voyagerons. Dans quelques années. Nous viendrons en France, si Dieu le veut. En 12 ans, l'embargo aurait provoqué la mort de près d'1,5 million de personnes, dont 500 000 enfants. Il faut ajouter à cela un exode de 3 à 4 millions d'Irakiens. Combien de temps durera le rapport de force opposant Bagdad et Washington ? Sous couvert du maintien de la paix internationale, l'ONU et les États-Unis cautionnent une catastrophe humanitaire et font le jeu de Saddam Hussein. Le peuple irakien est à genoux, bouc émissaire d'une situation dont la seule issue reste la levée de l'embargo.